Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la grande session SODIPTech que nous organisons, un événement unique puisque en 3 jours, nous avons condensé toutes les expertises du pôle sur 30 webinaires. C'est un événement unique en France et peut-être même dans le monde puisque ces webinaires sont à destination de nos membres, mais pas seulement, et qui vont permettre de connaître l'étendue des sujets deep tech, technologiques et d'accompagnement que le pôle est en mesure de proposer, et avec des retours d'expérience de certains de nos membres. Donc aujourd'hui, nous avons un thème qui est assez nouveau dans la dynamique du pôle, puisque nous allons parler vraiment purement de business et d'une approche particulière du business, la vente indirecte. Beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises partent sur des ventes directes, commencent à aller travailler leur marché, et puis quelquefois, pour aller faire du scale-up, pour vraiment passer des tailles critiques, ils vont aller chercher des modes de vente un peu plus, j'allais dire, scalables. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous proposer, c'est un retour d'expérience et des conseils avisés avec 2 experts du domaine qui ont eu la gentillesse de bien vouloir participer à ce webinaire. Donc, je vous demande d'accueillir et de recevoir avec le plus grand intérêt nos 2 experts qui vont parler aujourd'hui. Cyril Serina. Cyril, lui, c'est Head of Channel Partner de Tetris. Tetris, une société française qui a justement scalé, qui est allé chercher des financements, qui est allé se positionner sur des marchés français et européens, en particulier avec ce mode de vente, avec cette dynamique donc de vente indirecte. Et Cyril va nous faire dans un premier temps un retour d'expérience, va nous montrer quelle a été la démarche pour aller choisir ce mode stratégique de vente et comment il a mis ça en œuvre. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons accueillir Nicolas Cachou. Nicolas, c'est, pour ceux qui travaillent dans la cybersécurité, ce n'est pas une légende, mais pas loin. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien le milieu de la cyber, très, très bien le modèle économique de vente directe et indirecte, en particulier chez des opérateurs américains. Il est aujourd'hui un mentor pour plein de startups et c'est un grand plaisir de l'accueillir pour qu'il puisse nous donner en quelque sorte les tips et puis les bonnes pratiques et les bons conseils sur ce type de choix stratégique et la manière dont on l'organise. Donc, dans un premier temps, je vous remercie au nom du pôle d'avoir participé à cette opération, de vous être investi dans la préparation. Et puis, voilà, on va bientôt attaquer. Juste quelques consignes pour nos auditeurs. Leur rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions. Et les questions, on va les concaténer et en fin d'intervention, première intervention de Cyril, ensuite de Nicolas, je poserai les questions, je remonterai vos questions et ce sera très interactif. Voilà, juste pour vous dire que SODIPTech est aujourd'hui à 1100 inscrits. C'est un événement unique avec une participation unique, donc puisque c'est un vrai succès pour notre pôle. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cyril. Cyril, merci en tout cas d'avoir participé, de t'être prêté au jeu. Et puis, je te laisse la parole pour nous présenter la belle aventure de Tetris en mode de vente indirecte. Merci Christian. Bonjour à tous. Merci de m'avoir également invité et permis donc d'expliquer un petit peu la genèse de l'évolution de notre modèle, qui était un modèle direct au démarrage vers une transition vers un modèle indirect tel qu'on le connaît aujourd'hui chez Tetris. Le premier slide qu'on va vous présenter, c'est déjà une carte d'identité de la société Tetris, parce que tout le monde ne nous connaît pas, certains nous connaissent de nom, certains nous connaissent très bien, mais en quelques mots, Tetris, on est donc aujourd'hui éditeur de logiciels de cybersécurité, donc pour le marché B2B exclusivement, donc on travaille avec des professionnels. On a été créé en 2010 par nos 2 cofondateurs, Elena Poincet et Laurent Oudot.
Donc, on a un certain recul et une certaine expérience grâce à ces 13 années, entre guillemets, d'existence en termes de société. On est presque 300 aujourd'hui collaborateurs répartis sur plusieurs pôles. Le siège de la société est basé à Pessac, dans la région bordelaise. On est également présent au sein du campus cyber de Paris La Défense, pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu le lieu totem des jeunes startups et puis des sociétés un peu plus établies dans le domaine de la cybersécurité sur le territoire français et sur la région parisienne de manière un peu plus précise. On a également des bureaux donc sur la région du Danemark qui rayonnent de manière générale sur tout ce qui va concerner l'Europe du Nord. On a également des bureaux en Espagne, des bureaux en Allemagne, et on a ouvert 2 filiales au Canada et au Japon où on a des experts donc techniques notamment qui étaient basés à Pessac qui sont partis sur ces territoires-là pour commencer à avoir une certaine emprise cette fois-ci sur d'autres continents entre guillemets au-delà de l'Europe. On a réalisé donc depuis quelques années déjà donc 2 levées de fonds qui nous ont permis au total de lever 64 millions d'euros. Donc ces 2 levées de fonds forcément nous permettent d'avoir quand même une poursuite des recrutements, de pouvoir poursuivre le développement de nos produits, de pouvoir mieux se structurer, d'avoir une approche davantage aussi orientée partenaire. Donc tout ça, ça sert à nos opérations bien évidemment. Donc ces levées de fonds ont été faites en 2020 puis en 2022. Donc la toute dernière est récente et a un peu moins d'1 an au travers de différents fonds d'investissement. Et donc bien évidemment, ces capitaux nous permettent donc de nous développer et de grandir à la fois sur la France, sur l'Europe et désormais à l'international de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Nos technologies protègent des clients qui sont déployés dans 120 pays. Quand on dit 120 pays, on peut avoir des sites de production dans certains pays, des usines typiquement, qui vont être protégés par nos technologies. On sait qu'aujourd'hui, c'est critique. Vous pouvez avoir une paralysie d'un acteur industriel qui va arrêter ses machines, par exemple, qui sont connectées à Internet, parce que malheureusement, les machines ont été contaminées par un ransomware ou par un malware de façon plus générale. Nos technologies doivent servir justement à protéger les clients finaux et à s'assurer donc, on va dire, qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de production, parce que potentiellement, ça peut littéralement tuer des sociétés. C'est des choses qu'on a déjà vues avec malheureusement un coût financier qui est extrêmement important. On est aussi une société qui est extrêmement technique. La plupart des équipes aujourd'hui, donc c'est 2 tiers dans les statistiques, sont des équipes qui sont techniques, donc pour l'essentiel, on va dire, qui sont basées sur la recherche et développement, parce que la menace en matière de cybersécurité évolue quasiment quotidiennement et ça nous oblige du coup, nous aussi, à être extrêmement agiles dans le cadre de nos technologies et avoir donc des équipes en recherche et développement qui soient suffisamment étoffées, entre guillemets, pour avoir une technologie qui soit en mesure de s'adapter le plus rapidement possible à l'état de l'art de la menace. Et une petite métrique qui est toujours intéressante, c'est que grâce à nos outils et à nos capteurs qu'on a déployés sur différents endroits de la planète, aujourd'hui, on va être en mesure d'analyser un peu plus de 10 000 menaces par minute grâce aux capteurs qu'on a déployés sur Internet. Et tout ça, c'est de l'information, de l'intelligence qu'on va récupérer, nous, pour justement augmenter notre niveau de cybersécurité. Et tout ça, ça va se faire au bénéfice de nos partenaires et in fine de nos clients finaux. Je vais terminer sur ce slide-là par quelques, on va dire, prix ou reconnaissances qu'on a eu. Aujourd'hui, on est le seul éditeur européen à figurer donc, ce qu'on appelle sur le Market Guide XDR Platform du Gartner. Gartner, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand cabinet, notamment de conseil de manière générale dans l'IT, mais qui fait aussi donc, des actions spécifiques dans le domaine de la cybersécurité. Donc, on a été référencé dans le Market Guide du Gartner comme étant la seule technologie européenne à proposer cette approche 360 degrés de la cybersécurité, donc ce qui prouve qu'on a un certain niveau de maturité aujourd'hui et que les 13 ans de recherche et développement portent leurs fruits puisqu'on est reconnu par des acteurs internationaux dans ce domaine. Nos technologies sont aussi testées par différents organismes internationaux. On peut citer HubSpot, StarCheck Lab, qui sont pour l'un américain, pour l'autre chinois, qui sont donc des cabinets d'audit qui testent nos technologies et qui leur mettent donc un coup de tampon, on va dire, entre guillemets, pour valider le fait qu'elles arrivent à détecter des menaces et puis à les neutraliser de manière automatique, le cas échéant. On a reçu aussi par la fac la certification ISO 27001
l'année dernière sur l'ensemble de notre chaîne de production. Donc, c'est un gage de qualité aussi pour nos partenaires et nos clients. Et puis, on fait partie de différentes associations internationales, notamment la Cyber Threat Alliance, qui regroupe beaucoup d'acteurs de la cybersécurité, mais pas que au niveau de l'international. Et c'est souvent du partage de bonnes pratiques, du partage d'informations sur la détection de nouvelles menaces. Donc, on essaie de partager autant que possible, sous une approche un petit peu communautaire, l'état de l'art de la menace pour avoir une posture commune au bénéfice là aussi de nos partenaires et de nos clients. Donc voilà pour ce premier slide, en quelques mots sur les principaux points qui concernent Tetris, un petit peu la fiche d'identité de la société. Et puis là, sur le prochain slide, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et les principaux acteurs, nous, avec lesquels nous travaillons aujourd'hui chez Tetris. Je pensais que c'était important de préciser les noms, les termes, pour pas qu'il y ait de quiproquos, parce qu'en fait, les partenaires, c'est un véritable écosystème, hein, chacun a son rôle, chacun a, entre guillemets, son champ d'action, chacun porte sa valeur sur le marché et aide les éditeurs qui font ce choix-là de travailler sur un modèle indirect. Donc nous, chez Tetris, on a choisi assez rapidement de travailler avec ce qu'on appelle donc des distributeurs à valeur ajoutée sur le marché. Hein. Alors des distributeurs, c'est ni plus ni moins que des sociétés qui vont être en mesure de référencer nos technologies et qui vont être en mesure de nous aider à recruter sur un territoire donné, ça peut être la France, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne, de recruter de nouveaux partenaires pour le compte donc de Tetris, et puis également de faire vivre la relation au quotidien. Donc ça va être tout simplement de les former sur les dernières nouveautés, ça va être organiser des démonstrations de la plateforme, ça va être organiser des tests produits sur nos solutions. Donc c'est vraiment des équipes chez nos distributeurs qui sont très orientées donc channel et qui nous aident à recruter de nouveaux partenaires pour mieux mailler le territoire, entre guillemets, et être aussi en mesure de faire vivre la relation au quotidien avec les partenaires qu'on a déjà engagés. Hein. Chez Tetris, on est une équipe de 3 personnes aujourd'hui sur la France dédiées à nos partenaires. Et nos partenaires distributeurs nous permettent donc de pouvoir scaler encore plus vite et de pouvoir toucher davantage de partenaires qui sont, par exemple, notamment en région. Ça, c'est important pour nous d'avoir une forte proximité avec des équipes de partenaires qui sont basés en région. On travaille aussi avec des partenaires de services, donc MSSP, donc c'est un acronyme un peu barbare, mais c'est Managed Security Service Provider, donc c'est des partenaires qui vont être en mesure de faire de la gestion de parcs informatiques, notamment au travers de l'angle de la cybersécurité. Donc, ils vont être en mesure de paramétrer un ensemble d'outils pour les clients finaux en matière de cybersécurité, de sorte à ce que le client n'ait, entre guillemets, pas à se soucier de la configuration des outils et puis des différentes méthodes de détection et de remédiation. Donc, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a plus d'une 50aine de partenaires à travers le monde qui travaillent sur nos solutions au quotidien. Et nous, notre rôle, notamment dans l'équipe channel partner de Tetris, c'est s'assurer que ces partenaires-là, donc de services, donc qui travaillent sur nos technologies au quotidien pour le compte des clients, soient correctement formés, sachent correctement utiliser les produits, sachent correctement créer des politiques de sécurité, sachent correctement les faire vivre au quotidien, parce que comme je le disais, la menace fait qu'il faut en permanence adapter les configurations et des politiques de cybersécurité. Donc nous, notre rôle, c'est au-delà de les recruter, ces partenaires-là, avec l'appui des distributeurs, c'est d'avoir une relation extrêmement forte en matière de proximité pour s'assurer que les équipes sont satisfaites de travailler sur nos technologies, bien évidemment. Ça, c'est des équipes de delivery, d'exploitation de nos partenaires, qui sont des équipes techniques, et en même temps de travailler sous l'angle commercial, sous l'angle marketing, pour dynamiser le partenariat et s'assurer qu'on travaille main dans la main ensemble. Et puis, vous avez un troisième type de partenaires avec lesquels on travaille, qui sont des partenaires de conseil, des cabinets de conseil qui sont pour la plupart des experts en matière de cybersécurité. Donc, c'est des gens avec qui on aime bien avoir un contact aussi, parce que ça leur permet aussi de conseiller des clients finaux dans le cadre de leur réflexion. Un projet de cybersécurité, c'est pas simple, c'est extrêmement technique, extrêmement technologique. Les budgets sont aussi conséquents. Donc, bien évidemment, on n'a pas forcément le droit de se louper. Donc, le choix est stratégique pour une entreprise qui décide de s'équiper de nos technologies, typiquement. Et donc, les cabinets de conseil vont être là pour aider les clients finaux à mûrir leur réflexion, à choisir un groupe, on va dire, d'éditeurs de logiciels à sélectionner dans le cadre d'une consultation, d'un RFI, peut-être d'un RFP après. Donc, on travaille aussi en étroite collaboration avec un ensemble de cabinets de conseil sur le territoire français et de manière plus globale à l'international pour s'assurer que le message de Tetris n'est pas uniquement porté par Tetris, mais aussi porté par des partenaires qui conseillent
in fine les clients finaux dans leur réflexion, dans leur approche en matière de cybersécurité. Donc voilà pour les 3 typologies de partenaires principaux avec lesquels on travaille aujourd'hui chez Tetris. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, ce sont ceux avec lesquels on est quasiment en relation au quotidien, mes équipes et puis les équipes, on va dire, à l'international de Tetris. Slide suivant, s'il vous plaît. Là, on va vous présenter un peu plus en détail l'évolution de notre modèle, puisque comme je le disais, à l'origine, Tetris a été créé en 2010, et de 2010 à 2020, on était sur un modèle d'engagement des clients, sur un modèle direct, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas avec des partenaires à l'époque. Ce qui a permis d'avoir une bascule sur un modèle indirect, ça a été notamment notre première levée de fonds qui était historique. Hein. On a fait une levée de fonds de série A qui a, pour le coup, dépassé les attentes puisqu'on a atteint plus de 20 millions d'euros de levée de fonds auprès de différents investisseurs, pour le coup. Et en fait, elle était historique, cette levée de fonds, parce que c'était la première fois qu'une société européenne, en série A, en matière de cybersécurité, levait autant de fonds sur une première levée de fonds, pour le coup. Donc, ça nous a permis d'avoir, si vous voulez, on va dire, les projecteurs et puis l'attention, de manière générale, du grand public braqué sur Tetris. En parallèle de ça, on parlait souvent aux informations, que ce soit dans la presse spécialisée, mais même que ce soit éventuellement sur des quotidiens nationaux, voire même au JT, d'hôpitaux qui se faisaient attaquer, de sites industriels qui se faisaient attaquer. Donc, on a eu un alignement des planètes, si vous voulez, entre cette levée de fonds, la triste actualité du moment qui faisait que il y avait des entités étatiques, il y avait des groupes de pirates qui avaient décidé de prendre la France comme cible potentielle sur son tissu économique, ou son tissu de service public aussi, parce que bien évidemment, le service public est concerné par ce type d'attaque. On a eu un alignement des planètes qui a fait que on a décidé à ce moment-là de se dire on estime que c'est le bon moment de grandir au travers d'un réseau de partenaires. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a décidé donc de travailler sur une évolution de notre modèle chez Tetris, donc de passer d'un modèle direct vers un modèle indirect. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, bien évidemment, c'est un processus qui est extrêmement progressif, bien évidemment, mais c'est ce qui a déclenché, si vous voulez, cette décision et ce choix stratégique d'évoluer vers un autre modèle de go-to-market. Donc, comme je le disais, pourquoi ce choix, au final, il était assez simple, c'était pour nous de s'appuyer sur un réseau de partenaires pour toucher davantage de clients finaux. Hein. Chez Tetris, à l'époque, on était un peu plus d'une centaine, donc c'était déjà une belle société, mais à 100 personnes, surtout quand on est essentiellement sur de la technique, on ne peut pas toucher l'ensemble du territoire sur lequel on est présent. Donc, on a besoin de s'appuyer sur des partenaires, surtout qui sont en proximité. Hein. Pareil, on est basé entre Pessac et puis la Défense. Et on ne peut pas forcément avoir des antennes à Marseille, des antennes à Rennes, des antennes à Toulouse, par exemple. Et nos partenaires sont du coup nos relais auprès des clients en proximité sur les régions. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, pour toucher les régions, il faut qu'on ait des partenaires qui connaissent le tissu économique local, qui connaissent leurs clients et qui puissent aussi aider les clients à savoir qu'il y a une alternative technologique en matière de cybersécurité qui n'est pas américaine, qui n'est pas israélienne, qui n'est pas russe, qui n'est pas japonaise pour les plus grands éditeurs, mais qui a une réelle alternative européenne qui existe. Et cette alternative-là, c'est Tetris. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à nos partenaires en région de nous appuyer pour également grandir. Et ce choix stratégique d'évolution vers un modèle indirect nous a aussi permis, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, de nous recentrer justement sur ce métier d'édition de logiciels et d'arrêter de faire du service. Parce que ce qu'on demande à nos partenaires, comme je le disais tout à l'heure, les partenaires MSSP, eux, c'est de gérer, d'exploiter notre technologie au quotidien pour le compte des clients finaux. Et nous, ça nous a permis du coup de nous recentrer sur notre cœur de métier qui était l'édition de logiciels, la recherche et le développement, donc pour avoir des logiciels toujours plus performants en matière de cybersécurité. Donc c'était un vrai choix stratégique et on va dire que ce sont ces 3 principaux thèmes qui nous ont permis, entre guillemets, de se dire là c'est le bon moment et on y va. La colonne du centre, c'est une façon d'expliquer comment est-ce que nous on s'est adapté à ce modèle-là. Donc ce que je disais il y a quelques phrases, c'est pas quelque chose qui se fait, on va dire, en claquant des doigts. C'est un processus qui prend du temps parce qu'il y a de la réflexion. Et puis au-delà du temps de la réflexion, il y a le temps de l'action. Mais cette action-là peut pas se faire en quelques jours ou en quelques semaines. Ça prend plusieurs mois pour grandir, pour amorcer, on va dire, ce virage-là, pour créer des conditions de succès qui soient favorables pour nos partenaires et puis pour Tetris. Donc, il a fallu qu'on crée tout simplement une équipe channel. En l'occurrence, moi, je suis arrivé chez Tetris il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. J'étais le premier, entre guillemets, à driver cette équipe
channel. Il faut travailler quand vous êtes au channel de toute façon d'un éditeur avec un ensemble d'équipes. Alors ça va être les équipes du juridique pour créer des contrats de partenariat qui vont être orientés justement avec les engagements de nos partenaires et puis les bénéfices qu'ils vont pouvoir avoir. Ça va être créer un programme de partenariat from scratch pour aider nos partenaires à cadrer notre relation, c'est-à-dire à les accompagner en leur mettant tout un tas de services à disposition, mais en contrepartie de leur demander de s'engager à nos côtés pour travailler main dans la main. Ça va être créé avec les équipes marketing du contenu qui va parler à nos partenaires, mais qui va aussi parler à nos clients finaux. Donc ça va être des use cases, ça va être des actions marketing en région, ça va être tout un tas d'actions et puis on va dire de contenus qui vont nous permettre d'être encore plus percutants sur le marché en termes de discours et de positionnement. Et puis, ça va être aussi de travailler avec des équipes techniques, bien évidemment, donc pour créer du support, pour créer de l'accompagnement, parce qu'encore une fois, comme je le disais, on est sur une technologie extrêmement pointue, fine, qui nécessite d'avoir du coup des équipes techniques qui soient robustes, entre guillemets, pour accompagner nos partenaires et nos clients. Donc, si vous voulez, au-delà de l'équipe partenaire qu'il a fallu créer from scratch, il faut être en mesure d'orchestrer au global avec le marketing, avec la technique, avec le juridique, avec les commerciaux, bien évidemment, de Tetris, une vraie stratégie, une vraie approche commune et avancer comme au rugby en mêlée, avancer de façon extrêmement coordonnée pour s'assurer qu'on est tous sur le même niveau au bénéfice de nos partenaires et puis au bénéfice de nos clients à la fin. Et cette évolution de ce modèle-là, elle a eu aussi pour conséquence d'impliquer davantage donc nos partenaires, alors sous différents aspects. J'évoquais l'aspect marketing en créant du contenu qui soit percutant à la valeur ajoutée, parce que un partenaire, il veut pas être dépendant de l'éditeur, il a envie d'être autonome une fois qu'il est formé. Donc à nous, éditeurs entre guillemets, de prendre à notre charge la création de contenu donc qui soit adapté. Donc je parlais éventuellement de témoignages clients, de kit marketing, de formation vente, avant-vente, de formation technique, donc de créer un ensemble de contenu marketing qui va aider nos partenaires à gagner en autonomie et donc in fine à être beaucoup plus performants pour l'écosystème qu'on crée du modèle indirect. Et ce qu'on a décidé aussi de faire chez Tetris, parce que pour nous c'était aussi on va dire la pierre angulaire de cette relation de confiance qu'on voulait créer avec nos partenaires, c'était de les impliquer aussi dans les choix qui sont structurants en matière de technologie. Donc on a créé énormément de conseils, d'ateliers de co-innovation où on les faisait en fait participer à ce qu'ils voulaient voir à horizon 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois dans nos technologies, parce que nos partenaires sont sur le terrain au quotidien. Et du coup, ils nous aident aussi à grandir à travers ça. Et donc, en les impliquant dans la roadmap technologique et technique de nos solutions, ça leur permet non seulement de les impliquer, mais aussi nous de nous faire grandir et encore une fois de nous améliorer, puisqu'on est en contact direct du coup avec le terrain grâce à ça. Et ça, c'est quelque chose qui a très bien marché, c'est de créer donc cette proximité et de démontrer à nos partenaires qu'ils ont un impact réel sur la technologie, sur les produits, et qu'on suit du coup leurs conseils en totale proximité. Donc, voilà un petit peu pour, je ne vais pas dire la recette magique, parce que bien évidemment, il n'y a aucune recette magique pour ce genre d'évolution et de transformation qui est stratégique, mais en tout cas, c'est ça que nous, on a mis en avant chez Tetris, dans ce processus, on va dire, itératif qui se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Encore une fois, ça ne se fait pas en quelques semaines, c'est une véritable réflexion qu'il faut avoir, et puis après, quand vous avez le temps de l'action, faut décliner chaque étape avec chaque strate de la société en interne, mais aussi en externe, pour pouvoir servir nos partenaires et nos clients. Et enfin, sur le dernier slide que je souhaitais vous présenter, là, c'est une sorte de petite frise chronologique pour vous présenter un petit peu les principales étapes qui nous ont permis, nous, de nous transformer et de devenir de plus en plus, alors si vous me permettez l'expression en anglais, channel friendly, on va dire, donc de plus en plus orienté vers nos partenaires. C'est qu'en novembre 2020, comme je le dis, on a fait cette bascule vers le modèle indirect. On a eu nos premiers partenaires quelques semaines après coup, pour le coup, donc ça c'était extrêmement rapide. Donc on a réussi à convaincre nos partenaires sur la qualité de notre technologie et ils se sont dit, oui, on va faire confiance à Tetris parce qu'on a pu tester le produit et on s'est aperçu que du coup, c'est un produit qui était performant. Donc on a réussi à intégrer nos partenaires extrêmement rapidement. On a créé un contrat et un programme de partenariat quelques mois après qui nous a permis de cadrer la relation avec nos partenaires. Ça, c'est extrêmement important puisque bien évidemment, c'est un peu les règles du jeu, les règles d'engagement, les règles de relation qu'on a avec nos partenaires. Tout est décrit dans notre programme
en mettant les ressources qu'on leur met à disposition d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue technique, et puis en contrepartie, les engagements qu'on demande à nos partenaires pour travailler main dans la main, entre guillemets. Donc ça, tout est centralisé dans on va dire, dans cette Bible, si vous me permettez l'expression, qui régit un peu les relations qu'on a entre les partenaires et Tetris. On a travaillé aussi dans la foulée, comme je le disais, à énormément d'ateliers de co-innovation sur l'année 2021 avec nos principaux partenaires, justement pour les impliquer tout de suite sur des sujets de roadmap. On les a ensuite impliqués sur des sujets de bêta-test en disant, regardez, on a fait des ateliers de co-innovation quelques mois auparavant. Voici ce que nos équipes techniques côté recherche et développement ont réussi à créer en quelques mois. À vous de bêta-tester ces nouvelles évolutions de nos produits et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que ça correspond aussi aux attentes des clients? Donc, on s'est vraiment mutuellement, on va dire, nourri de ces feedbacks-là, encore une fois, pour améliorer nos technologies et in fine, donc, mieux servir les partenaires et les clients finaux. Et puis, ce qu'on essaye de faire de façon générale chez Tetris, c'est d'avoir aussi de faire un tour, c'est-à-dire d'aller voir nos principaux partenaires, de faire une sorte de tour de France, de roadshow, où ça, on le fait une fois par an. On va les rencontrer, on est très à l'écoute de leurs équipes pour savoir comment est-ce qu'elles exploitent nos technologies, nos solutions, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quel type d'outils, quel type d'action, quel type d'événements, quel type de contenu est-ce qu'ils veulent. Donc, on travaille beaucoup main dans la main sur ces sujets-là. On organise également donc, une conférence annuelle dédiée à nos partenaires. C'est la première qu'on a faite cette année d'ailleurs, Pessac, au niveau de notre siège à côté de Bordeaux, donc en juin. Donc, c'était il y a quelques semaines de ça. Donc, pareil, ça permet de créer énormément de proximité, de liens avec nos clients, surtout quand on les fait venir à notre siège, dans nos locaux, pour rencontrer aussi toutes les équipes qui sont présentes sur notre siège. Et puis, comme je le disais, 2023 et au-delà, c'est un processus itératif. Donc, on réfléchit déjà à de nouveaux outils, de nouvelles procédures, de nouvelles manières de travailler et d'engager les partenaires au travers de différents outils. Là, on va citer le Tetris Wargame, où c'est un jeu qu'on organise, on va dire, où vous avez un groupe d'attaquants et un groupe de défenseurs, où on va confier à la fois et nos clients et nos partenaires à venir jouer sur nos plateformes pour s'assurer qu'on crée en fait une logique d'écosystème en fait, dédiée à Tetris pour nos clients, pour nos partenaires et puis pour nos équipes. On va lancer un outil où on va centraliser énormément d'informations pour le bénéfice de nos partenaires. On va créer un conseil de partenaires aussi pour être à très haut niveau dans l'échange, dans la proximité en termes de management avec nos partenaires. On va créer une communauté dédiée aux avant-ventes de nos partenaires. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre à travers de ça, c'est que ce processus, il est itératif, il est dans le temps long, que la relation partenariale, elle se construit quasiment au jour le jour, mais c'est surtout quelque chose qui doit être extrêmement agile et qui évolue dans le temps. Encore une fois, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, mais au bénéfice de nos partenaires et in fine, au bénéfice des clients finaux qui sont derrière. Voilà pour ma partie. J'espère avoir été clair sur l'explication et le détail concernant Tetris. Eh bien, merci Cyril. Effectivement, c'était très clair. On te remercie sur ton intervention et la qualité de tes slides, en particulier sur le dernier, là, qui donne bien, en fait, tout le cheminement et toute la logique dans le temps de ce qu'il faut faire et la manière dont on doit le mettre en avant. Il y a un slide que j'ai trouvé vraiment intéressant, puisqu'on parle de vente indirecte, c'est que dès le départ, tu expliques bien qu'il n'y a pas un seul intermédiaire, mais qu'il y en a trois. Il y a le côté conseil, qui est très important, parce que ça, c'est le véhicule de reconnaissance du marché. C'est lui qui va donner le conseil auprès du client final. Il y a le distributeur qui, lui, en fait, c'est un véhicule contractuel. C'est lui qui va faire en sorte que en quelques semaines, quelques mois, voilà, tous ces comptes ont la possibilité d'acheter. Ça, c'est un vrai véhicule, un accélérateur de folie. Et puis, il y a l'intégrateur aussi qui est important. C'est vraiment le triptyque, parce que l'intégrateur, lui, c'est un véhicule de mise en œuvre. Et c'est acheté, c'est recommandé, et surtout, ça va être mis en œuvre. Et donc, c'était vraiment intéressant que tu présentes les trois, le triptyque gagnant par rapport à quelquefois où on se contente de travailler sur le distributeur et pas sur les trois. Voilà, eh bien, écoute, merci. On va continuer les échanges entre nous. Et maintenant, je vais passer la parole à Nicolas. Donc, Nicolas, voilà, donc je te laisse la parole pour rebondir sur les différents points et nous donner ton expertise sur ces différents sujets.
Alors, mon expertise, c'est un grand mot. D'abord, bonjour à tous. Je remercie le pôle de m'avoir invité à animer cette session de modération constructive. Et je remercie Cyril pour le partage de l'expérience de Tetris que vous avez vu et quand même assez s'est déroulé avec un alignement de planètes assez favorable. Et c'est pas toujours le cas. Donc, mon rôle dans les 20 prochaines minutes, mon objectif, en fait, c'est un petit peu de nuancer tout ça parce que malheureusement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et quand on veut faire ce fameux scale-up ou ce fameux démarrage des ventes, tout ne se passe pas toujours de la meilleure manière. Et donc, il faut être à la fois conscient de ce qu'il faut faire, savoir les écueils qu'on peut rencontrer, anticiper les problèmes. Et c'est un petit peu ce que je rencontre quand je discute avec des entrepreneurs qui veulent lancer leur modèle à la fois en full direct ou en full indirect. Et du coup, je propose de s'appuyer sur le slide où il y avait les questions d'introduction qui étaient dans la thématique d'aujourd'hui. Pour illustrer un petit peu le propos et commencer à répondre aux premières questions qui sont arrivées. Et on l'a vu dans le cas de Tetris, la première question où on se pose on s'interroge sur la cohabitation entre direct et indirect, choix exclusif, par quoi commencer. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et on l'a vu dans le cas de Tetris, on a commencé en direct et ensuite on est passé en modèle indirect. Mais passer en modèle indirect, ça ne veut pas dire ne plus être en contact direct avec ses clients. Cyril l'a bien précisé, ce qu'on veut, c'est rendre autonomes les partenaires. En revanche, je rencontre beaucoup de sociétés qui veulent garder un certain contrôle de la relation avec le client. Alors, contrôle de manière saine, constructive, tripartite. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut savoir construire. Et c'est là où cette cohabitation, elle va perdurer. Ça veut dire que beaucoup de sociétés, quand elles sont de petite taille, vont démarrer sur de la vente directe parce que faire de la vente indirecte, comme l'a dit Cyril, et Cyril fait partie de cette équipe chez Tetris, c'est recruter une équipe dédiée qui va gérer le réseau de partenaires. Beaucoup d'entreprises n'ont pas de petites startups, n'ont pas la capacité d'embaucher ces gens-là. Donc, dans un premier temps, ils vont faire eux-mêmes ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire aller proposer leur technologie, leurs services à des clients. Et donc ça, c'est la première étape. Et quand on va passer au modèle indirect, on va continuer à discuter avec ses clients parce que le client, au final, et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on garde en tête, c'est lui qui choisit. Il peut choisir sa technologie, ça, c'est le nerf de la guerre, mais il va choisir aussi ses partenaires. Et donc, quand on construit un réseau de partenaires, il faut être capable de construire un réseau sain de partenaires. J'ai une question sur comment choisir ses partenaires. Alors ça, c'est une bonne problématique, une bonne question. Je dirais, c'est comme dans un couple, le choix se fait à deux. C'est pas l'éditeur qui choisit le partenaire, ni le partenaire qui choisit l'éditeur. C'est un choix conjoint parce qu'on a créé un programme, et Cyril en a parlé. Il faut que ce programme il soit clair, transparent. Si on a des velléités à scaler à l'étranger, il faut que ce programme il soit applicable dans d'autres pays que la France. Et donc ça, c'est aussi important en termes de sujet à garder en tête. Si vous avez des velléités à rester sur le marché français, ne pas se compliquer la vie, faire un programme. C'est quoi? C'est aussi un véhicule contractuel entre vous, l'éditeur de la technologie, de la solution ou du service, et vos partenaires. Donc, ce véhicule contractuel, si vous n'avez pas de velléité à partir à l'étranger, il peut rester en français. En revanche, si vous avez une volonté de faire un scale-up à l'international, autant le concevoir dans les deux langues, ou en tout cas en anglais de facto, pour que ce soit plus facile et pas à le réinventer. Et il faut que ce programme, Cyril en a un peu mentionné, l'a mentionné, il va vivre, mais il faut qu'il soit bien structuré, que chaque partenaire s'y retrouve. Et donc, les partenaires vont s'insérer dans ce programme en fonction de règles standards qu'on va retrouver, nombre de commerciaux qu'ils vont
accepter ou s'engager à former, nombre de techniciens également qui vont accepter et s'engager à former, chiffre d'affaires qui vont s'engager à ramener. Et ça amène à une autre question, combien de temps après la signature de contrat pour que le partenaire ramène du chiffre d'affaires? Alors ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite, en tout cas. En revanche, ce que je peux partager comme expérience qui fonctionne bien, c'est quand avant même l'insertion du partenaire dans le programme, on a construit une espèce de relation dans laquelle il y a déjà un client, un besoin, et souvent, le déclencheur de l'insertion d'un partenaire dans un programme, c'est la signature du premier dossier. Et c'est souvent ce qui déclenche toute la mécanique, tout le mécanisme. Un partenaire aime bien arriver dans un programme et signer assez rapidement une affaire parce que ça va démontrer à la fois au client et au marché que c'est un bon véhicule par rapport à cet éditeur ou ce fournisseur de services pour réaliser des transactions. Donc ça c'est vraiment important de garder ça en tête. Quels acteurs impliqués dans la dynamique vertueuse d'un scale-up et d'un programme? Je l'ai un peu dit, il reste l'éditeur avec sa force commerciale directe. Ce n'est pas parce qu'on choisit un programme de vente indirecte qu'on va abandonner, bien au contraire, la vente directe. Comme je l'ai dit, le client reste le décideur. Donc, il faut continuer à parler au client, même si on veut des partenaires autonomes, il est sain de continuer à parler avec le client, avec et parfois sans le partenaire, puisque le partenaire va aussi parler de son côté au client. Et c'est ce triptyque et cette entente cordiale et vertueuse qui va faire le succès d'un programme partenaire. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, les acteurs, ça reste ceux que j'ai cités. Il y a le client final qui, lui, achète et souscrit au service et qui va générer du chiffre d'affaires pour le partenaire et le fournisseur de services. Il y a toujours l'éditeur qui insère des partenaires, crée un programme de partenariat attractif, c'est aussi ça, attractif et comment dirais-je, faire, je ne trouve plus le mot en français, équivalent pour les partenaires, où les partenaires se retrouvent par rapport au niveau d'engagement. Tous les partenaires n'ont pas les mêmes capacités d'investissement en termes de force commerciale et technique, n'ont pas la même capacité en termes de génération de chiffre d'affaires. Il faut que le programme s'adapte à ses partenaires et pas l'inverse. Donc, dans un programme partenaire qui fonctionne, il y a souvent plusieurs catégories et chaque partenaire va choisir la catégorie qui lui correspond le mieux. Et ce programme va vivre au fur et à mesure du temps pour que tout le monde s'y retrouve. Donc la dynamique vertueuse, le client, l'éditeur, les partenaires et le fameux programme qui gère tout ça. Les critères obligatoires avant de se lancer dans la démarche de vente indirecte. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des critères obligatoires, mais il y a des choses qui tombent sous le sens. La première chose qui tombe sous le sens, c'est se poser la question, vous, en tant que fournisseur de services ou éditeur de logiciels, est-ce que vous voulez faire de la vente indirecte? C'est la première question qu'il faut se poser, en fait. Et c'est en démarrant par là. Il ne faut pas être poussé par le marché. Alors, dans certains cas, j'ai vu des exemples de sociétés qui, en se lançant sur un marché où il y avait déjà des acteurs qui avaient choisi le modèle indirect et qui, eux, ont gardé le modèle direct, ont été pénalisés par ce choix. Donc là, on peut se dire, je suis un peu contraint et forcé. C'est pas tout à fait faux. Mais la première question, c'est, il faut se poser à soi-même. La première question qu'il faut se poser, il faut se la poser à soi-même. Est-ce que je veux faire de la vente indirecte? Et ça, c'est vraiment, avant de se lancer, c'est vraiment la question fondamentale parce qu'il va falloir, il faut avoir conscience de tout ce que cela implique. Construire un programme partenaire, c'est complexe.
ça nécessite des compétences juridiques, donc appuyer sur un juridique externe si on ne l'a pas dans sa société, créer un cadre contractuel. Ça veut dire aussi avoir la capacité d'expliquer pourquoi on choisit ce programme partenaire. Ça veut dire aussi le fait de construire un modèle de pricing qui intègre les partenaires dans son véhicule financier. Quand on est le seul à vendre et quand on vend en direct, on peut pratiquer les prix qu'on veut. On peut changer, du coup, sa liste de prix comme bon vous semble. Après, je ne dirais pas que c'est recommandé, je ne jugerai pas ça, mais je dirais juste sur les faits, c'est possible. En revanche, quand vous avez créé un programme partenaire avec différentes gradations en fonction des partenaires qui leur donnent droit à différents taux de remise ou différentes listes de prix, bah, ça devient compliqué de changer la liste de prix. On ne peut pas le faire comme ça. Parce que les partenaires ne vont pas être contents. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'à partir du moment où on construit un programme partenaire et les partenaires s'inscrivent dedans, les partenaires, ils n'aiment pas trop qu'on change le programme tous les 4 matins. Ils aiment bien la stabilité parce que chez eux aussi, ça bouge. Gardez en tête que, et Cyril en a très bien parlé, Tetris a mis en place des programmes de formation, d'enablement, et ainsi de suite, mais chez leurs partenaires, il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui partent. Et ces gens-là, ils n'ont pas toujours la capacité d'avoir été intégrés, où ils peuvent arriver à un moment où ils se trouvent entre 2 programmes d'intégration et de formation. Et donc, ils vont être formés par les équipes internes. Et du coup, il faut garder ça en tête. Donc, il faut que les choses soient relativement simples et ne changent pas de manière perpétuelle parce que ça crée de l'incertitude, ça crée de l'incompréhension chez le partenaire, voire, je l'ai vu par le passé, des partenaires qui décident de quitter le programme partenaire éditeur parce qu'ils ne se retrouvent plus dans les règles qui ont changé et ils préfèrent travailler avec d'autres éditeurs. Donc ça, c'est des… Ce que tu dis, Nicolas, je te coupe de… Excuse-moi. Bien sûr. Ouais, ce que tu dis, Nicolas, c'est qu'en fait, c'est un vrai choix, comme tu le dis, parce que finalement, on lâche la main un peu sur sa vente, sur sa relation, sur ses arrangements, sur son organisation. Et en plus, non seulement on lâche la main, on n'a plus j'allais dire, la souplesse de faire comme on faisait quand on est en vote direct. Et en plus, il faut être très, très rigoureux parce que, comme tu le disais justement, le partenaire, lui, il a d'autres structures aussi qui sont très, très bien organisées. Et donc, s'il sent qu'il y a de la latence ou que ce n'est pas clair ou qu'il y a un flou ou un loup, il se dit c'est pas, je ne vais pas mettre le maximum. Et donc, du coup, comme tu le disais justement, c'est un vrai choix stratégique où on s'engage dessus et on devient rigoureux, on devient presque industriel. Et donc, du coup, on n'est plus dans l'amateurisme d'avoir des relations avec… c'est un peu ça, Cyril, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Tu as tout dit, j'ai rien à rajouter. Nicolas a dit aussi tout ce qu'il fallait dire. Je pense que c'est un vrai choix qui se mûrit. Et quand on est engagé dedans, voilà, il faut apporter de la stabilité. Il y a des évolutions qui peuvent être apportées, c'est bien normal. Mais comme le disait très bien Nicolas, les partenaires aiment la stabilité. Pour le coup, c'est comme des interactions entre deux êtres humains. Hein, si on se projette ensemble sur le long terme, voilà, on aime la stabilité forcément. Et donc, c'est pareil pour un partenaire. Ça sera plus confortable pour lui. Et donc, ça sera plutôt un partenariat successful, à l'inverse de quelque chose, des politiques de prix, des politiques d'engagement qui changent de manière trop régulière, ce qui a tendance à créer du flou, en fait, tout simplement, entre l'éditeur et le partenaire. Et puis, il faut garder en tête, merci pour vos interventions respectives, il faut garder en tête qu'il y a des réglementations. Alors, tout le monde n'est pas au courant, mais le traité de Rome 1957 a régi de manière extrêmement précise la vente multitiers. Et par exemple, il a édité déjà à cette époque le fait que à partir du moment où on vend en direct, l'éditeur ne peut pas fixer le prix avec le client. Et quand il construit son programme, il fixe les niveaux de remise ou les listes de prix avec ses revendeurs. Mais dans tous les cas, c'est le client, c'est le partenaire qui fixe le prix de revente. Et ça, il faut vraiment le garder en tête parce que c'est un point important. Quand on met en place ce genre de programme, on ne peut pas imposer à ses partenaires un prix de revente. Et ça, et je l'ai vu par le passé, et ça aussi, ça peut créer de la frustration. Il faut bien
comprendre ça. Dans la même question sur les critères obligatoires ou recommandés, c'est comprendre comment son partenaire et lui est mesuré en interne en termes de reconnaissance du revenu. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires de la transaction totale ou est-ce que c'est la marge? Parce que c'est important de savoir aussi ce critère. C'est un point extrêmement important. Un partenaire qui reconnaît le chiffre d'affaires, dans certains cas, il va être potentiellement d'accord de baisser sa marge. En revanche, quand il est que sur la marge, le chiffre d'affaires n'importe pas. Lui, il a un PNL qui est basé sur la marge. Et donc, il faut comprendre comment son partenaire fonctionne. Et comme tous les partenaires ne fonctionnent pas de la même manière, il faut que son programme puisse traiter des partenaires qui ne sont pas sur le même modèle de reconnaissance de revenus interne. Et donc ça, c'est un critère important qu'il faut absolument garder en mémoire. J'ai vu une question sur, mais je n'ai pas tout à fait tout compris, sur un éditeur qui est dans l'IA et qui pose la problématique sur la technicité nécessaire vis-à-vis du partenaire, j'imagine. Donc, oui, le programme partenaire doit à la fois intégrer de la formation au niveau de l'équipe commerciale, puisqu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est que nos partenaires délivrent le même message que nous pourrions délivrer directement aux clients finaux. Et ce qu'on veut aussi, c'est que le partenaire soit capable de démontrer la valeur technologique de notre offre de la même manière que si on le faisait. Et ça, c'est extrêmement important. Et Tetris l'a très bien compris à travers la construction de son programme qui intègre différents composants, à la fois les composants d'éducation des forces commerciales, mais aussi d'éducation des forces techniques, un support interne dédié aux partenaires. Ça, c'est extrêmement important aussi parce que les partenaires n'ont pas toujours les mêmes demandes qu'un support traditionnel qu'on va continuer à délivrer à ses clients. Ce n'est pas parce qu'on a mis un programme partenaire en place qu'on ne va plus faire du support technique. Et on va continuer à faire du support technique, mais du coup, on va en faire deux. On va faire du support technique vis-à-vis de ses clients et des clients amenés par les partenaires, mais on va faire aussi du support technique vers les partenaires. Et ce n'est pas toujours la même chose parce que le partenaire, il a acquis un certain nombre de compétences, mais il a aussi acquis un certain nombre d'habitudes. Et donc, il va faire des choses d'une certaine manière. Alors, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas les bonnes pratiques qu'on recommande, mais qui peuvent être contextualisées par son mode opératoire. Et il faut l'intégrer ça quand il y a des problèmes, des incidents techniques, des choses à corriger, parce que ce n'est pas la même chose que le faire vis-à-vis d'un client final. Donc, tout ça, il faut en avoir conscience et ça fait partie des choses qu'il faut coucher sur le papier, adapter le modèle, peser le pour et le contre, se benchmarker soit par rapport à un modèle indirect. Est-ce que le marché, alors j'ai vu cette question-là aussi, sur est-ce que ça s'applique à tous les secteurs d'activité et tous les partenaires? J'allais dire oui et non. Et c'est pas la meilleure réponse, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels beaucoup de ventes se fait par des ventes indirectes. Le secteur de la cybersécurité, pourquoi? Parce que beaucoup de clients n'ont pas la capacité en interne d'avoir une équipe de cybersécurité opérationnelle qui sache au quotidien, 24/7, faire fonctionner les technologies et les services auxquels ils souscrivent. Et donc, et Cyril l'a mentionné parmi les différents intervenants, ils vont demander à un MSSP de le faire à leur place. Et donc ça, c'est important et c'est propre vraiment à la cybersécurité. Dans d'autres domaines, il peut y avoir des partenaires, mais on peut faire le choix de partir en indirect. Donc, est-ce qu'il y a une obligation ou est-ce que ça s'applique à tous les domaines d'activité? Je dirais que dans l'absolu, oui. En revanche, comme je l'ai dit au début, je pense qu'il faut se benchmarker, il faut connaître son marché, il faut prendre le temps de regarder comment ses compétiteurs directs commercialisent leurs services et leurs technologies avant de se lancer. Et
quand on a fait ce choix, il faut faire ce choix de manière pleine et entière en assumant toutes les différentes conséquences que cela implique. Et donc, ça veut dire peut-être se faire accompagner par des experts, des cabinets de conseil, des juristes, parce que ils peuvent vous aider à mettre le doigt sur des points que vous pourriez avoir oubliés et qui, dans l'avenir, pourraient être un frein à votre développement commercial. Oui, c'est très clair. Et effectivement, pour revenir sur la question concernant l'IA, effectivement, sur l'IA, il n'y a peut-être pas aujourd'hui des réseaux de distribution comme il y aurait sur structuré, comme on peut trouver sur l'IoT, sur plein de métiers qui sont des métiers du pôle, ou sur la cybersécurité, comme vous en êtes tous les deux un exemple. En revanche, comme on le disait et comme l'a très bien dit tout à l'heure Cyril, il y a 3 types d'approches. Il y a le distributeur, il y a l'intégrateur et le conseil. Et dans le cas de l'IA, il y a beaucoup de sociétés qui sont des sociétés d'intégration, de conseil et qui intègrent, qui font ça, et de SS2I. Et elles peuvent être en mesure de dire, ben voilà, moi, ça m'intéresse d'être le porteur de cette offre. Et soit de la revendre, soit que vous la vendiez parce que moi, je vais faire en sorte que mon client l'achète, parce que c'est moi qui vais l'intégrer. Donc, il y a des marchés qui sont plus structurés que d'autres, mais j'allais dire, il y a des opportunités, en tout cas, sur ces 3 canaux, sur ces 3 véhicules. Et puis, juste, je voudrais ton avis, Nicolas, sur, justement, tu disais, toutes les planètes étaient alignées sur Tetris et ils ont tout de suite fait du business, mais est-ce que finalement, quand on prend un partenaire, le bon deal, ce ne serait pas de leur dire, dans la corbeille de mariée, je vais vous mettre ou un client que j'ai déjà, ou alors je vais vous mettre un client sur lequel que j'ai dans mon pipe, qui est presque sur le point de signer, mais bon, il ne veut peut-être pas ouvrir un canal ou il ne veut peut-être pas m'ouvrir un compte parce que je suis encore une petite boîte. Et est-ce que finalement, on ne peut pas aider aussi le partenaire dès le départ à faire ses premiers business? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et alors, je vais traiter ce point-là, mais ça aussi amène un point qu'il faut avoir en mémoire, c'est que si on fait le choix de la vente directe, et ça, Christian, on en avait parlé ensemble et on a pu le voir dans une intervention que j'avais faite chez un entrepreneur que tu m'avais présenté. Si on fait le choix de la vente directe, à un moment dans la discussion avec le client, il peut très bien vous dire oui, mais moi, aujourd'hui, mes achats groupes m'imposent pour toutes les solutions de technologie de passer par ces partenaires. Et donc, alors qu'on a fait tout le process de vente directe, qu'on a tout discuté, qu'on a fait la proposition de valeur et qu'on est arrivé d'accord avec le client, on peut se retrouver à devoir vendre via un partenaire. C'est pas grave. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pas grave, ça peut arriver. Il y a des dispositifs légaux et contractuels qui permettent de faire de la transaction unitaire, même si on n'a pas de réseau mis en place de programme partenaire. Donc ça, gardez-le en tête. Ça peut arriver, mais c'est pas un frein au business. Donc pour revenir à ton point, Christian, comme je l'ai dit, comment recruter les partenaires ou comment choisir les partenaires, comme on l'a dit, hein, c'est un choix qui se fait à plusieurs. Et effectivement, il peut être intéressant et plus valorisant à la fois pour l'éditeur, le partenaire, d'avoir tout de suite un mode win-win. Et donc, d'aller voir un partenaire en lui disant je sais que ce client est très important pour toi. J'ai déjà fait un travail en amont. Il y a un dossier qu'on pourrait contractualiser ensemble et tu serais du coup le véhicule contractuel et financier. Et par expérience, je sais que ça marche, ça fonctionne pas mal. Effectivement. Ouais, très bien. Et puis alors, j'ai une question aussi pour tous les deux. Alors, comment ça se passe quand justement, eh bien, on a 2 partenaires, et là, Cyril va peut-être pouvoir nous donner un point de vue, qui sont sur la même opportunité et qui disent « Ah non, j'étais là le premier, c'est moi qui l'ai vu en premier, c'est moi qui connais très bien le client, c'est un copain.
Comment ça se passe là? Comment est-ce qu'on gère ça? Ce qu'on fait chez Tetris, mais ce que beaucoup d'éditeurs font de manière, on va dire, générale, c'est que sur l'un de nos portails qu'on a à destination de nos partenaires, on a une rubrique qui s'appelle la rubrique de Deal Registration, et ça permet à nos partenaires, dès qu'ils détectent une opportunité, de nous la remonter, et le cas échéant, si c'est une opportunité qui n'est pas connue de nos équipes commerciales, on s'engage, nous, à protéger le partenaire, entre guillemets, qui a fait ce travail de qualification, ce travail d'échange, ce travail de prépositionnement, on va dire, de Tetris auprès du prospect. Et donc, on va nous protéger le partenaire qui a fait tout ce travail de préqualification et qui nous remonte en plus ce dossier qu'on ne connaît pas. Donc, on va le protéger avec une remise plus forte, pour le coup. Donc, ça, c'est le cas le plus standard, le plus classique, où ce deal registration va protéger le partenaire qui a fait ce travail et qui a pensé à la technologie et aux produits de Tetris. Et puis, dans certains cas, on a aussi des clients qui vont lancer une consultation pour plusieurs partenaires différents et qui vont nous demander d'avoir des propositions qui soient équitables, c'est-à-dire de mettre une offre commerciale qui soit strictement la même à l'ensemble des partenaires. Là, on respecte le choix du client et donc on envoie donc des cotations, des propositions commerciales aux différents partenaires qui sont consultés sur exactement la même base tarifaire pour le coup, parce que c'est le choix du client et que le client va voir comment est-ce que les partenaires après vendent leur offre de service, vendent leur offre d'accompagnement et va mettre, on va dire, son critère de choix plutôt sur ce facteur-là. Et il nous demande du coup d'avoir une concurrence qui soit entre guillemets pure et parfaite entre les différents acteurs qui vont répondre à une consultation. Ça arrive aussi. Ouais, alors, je te remercie Cyril parce que tu m'as permis de retrouver le mot que je cherchais tout à l'heure, qui est le mot équité. Il faut effectivement que le programme partenaire que l'on construit soit équitable. À partir du moment où il y a plus cette équité, les partenaires s'en vont. Et ça, c'est visible. On le voit tout de suite. Donc, il faut effectivement l'équité à la fois sur, comme tu l'as précisé, le partenaire qui sera porteur d'affaires ou le cas où un client décide de mettre en compétition différents partenaires parce que c'est le client en concurrence, j'allais dire, différents partenaires. Mais il ne faut pas que cette concurrence soit transposée chez l'éditeur et le fournisseur de services. C'est ça qui est extrêmement important. C'est que les partenaires concourent vis-à-vis du client final, mais que ça n'entache pas la relation entre les différents partenaires et l'éditeur ou le fournisseur de services. Et ça c'est fondamental et ça doit être intégré dans le programme pour que tout se passe au mieux. Effectivement. Merci messieurs, c'est très clair. Le temps. Je peux rajouter un point. Dans le domaine de la cybersécurité, on a vu aussi sur les 5 dernières années une évolution sur le mode de contractualisation des services de cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les clients choisissaient un fournisseur de services, quelle que soit la technologie qui était embarquée derrière. Et du coup, n'avaient pas le choix de la technologie. Depuis 5 ans, on a vu un petit peu le modèle s'inverser, c'est-à-dire que les clients choisissent d'abord la technologie. Donc, ils font un appel d'offres technologique et ensuite, ils choisissent juste après ou en même temps, ils commencent à choisir le fournisseur de services quand ils ont décidé de partir sur ce modèle-là et ne pas internaliser l'exploitation de la technologie, le fournisseur de services qui va opérer la technologie qu'ils auront sélectionnée. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Du coup, ça peut mettre différemment les partenaires en compétition ou en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Mais c'est quand même un peu plus simple parce qu'à la base, le premier choix que va faire le client, c'est un choix technologique. Ensuite, il va choisir les partenaires sur leur capacité d'opérer le service en son nom et de lui offrir les capacités de mettre en place dans la cyber en particulier une posture de sécurité la plus efficace possible. Ça, c'est vraiment un mouvement qu'on voit depuis 5 ans et que beaucoup de clients ont intégré. Et donc, il faut que nous en tant qu'éditeurs, vous en tant qu'éditeur, vous intégriez dans la construction de votre programme partenaire parce que, à mon sens, le schéma où le partenaire vendait tout le service en mode black box, boîte noire,
Ça, on en est un peu revenu. C'est les clients eux-mêmes qui en sont un peu revenus et qui ont choisi de plutôt avoir un mode opératoire technologique et services accompagnés, associés. Cyril, tu es plutôt d'accord par rapport à ça? Je souscris complètement à ce que tu dis. Effectivement, c'est une vraie tendance de fond. Je crois que tu disais depuis les 5 dernières années, c'est ce qu'on constate aussi de notre côté. Pour beaucoup, effectivement, souvent de grosses compagnies ou de grands acteurs des comptes publics, effectivement, c'est plutôt cette démarche de dissociation de la technologie du fournisseur qui va opérer derrière la technologie. Ça, c'est vrai. Ouais, et ça, c'est un vrai point important. Là, Nicolas, tu as bien fait de le soulever, parce que du coup, ça amène à la réflexion un peu de ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est que effectivement, il faut aussi profiter de ce choix de vente pour le lancer au bon moment, parce que c'est important, hein, c'est aussi une visibilité auprès des grands acteurs. C'est aussi une visibilité, et c'est ce que tu nous avais dit, hein, dans la préparation, Cyril, c'est que vous avez aussi lancé cette démarche au moment où vous étiez dans des levées de fonds, et du coup, ça a démultiplié la visibilité pour les potentiels financeurs, mais aussi pour le marché, en se disant cette dimension que va prendre Tetris, elle va être accessible rapidement via les réseaux, via la distribution, et du coup, vous avez bénéficié de cette dynamique aussi. Et donc, ça, c'est important à dire à nos auditeurs que tout ça, c'est aussi une dynamique à créer pour que, comme vous le disiez, maintenant, les gens achètent la technologie, donc il faut qu'elle soit visible. Et si elle est mise en disposition ou présentée de manière plus concrète et dans un bon timing, c'est aussi important. Et puis, dernier point que je voulais quand même rappeler, c'est qu'il y a de la contractualisation, il y a des partenaires, et donc tout ça, c'est un actif pour l'entreprise. Et quand vous passez par un réseau indirect, que vous avez des contrats, que vous avez acheté des véhicules, des véhicules de distribution, de contractualisation ou de mise en œuvre, eh bien, vous avez enrichi le capital immatériel de votre entreprise. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que vos financeurs ou vos futurs actionnaires, eh bien, ils vont avoir quelque chose de tangible par rapport à un réseau qui peut être… on le voit sur certaines entreprises qui ont choisi des technologies et puis qui sont partis sur du B2C ou du B2B. Et finalement, il n'y a peut-être pas de problème de trésorerie, mais en tout cas, il n'y a pas de capital sur la vente. Et choisir ce mode de distribution, c'est aussi donner un actif immatériel important. Et j'en profite pour rebondir sur le prochain webinaire que nous organisons demain, qui est justement sur cette dynamique de capital immatériel de l'entreprise. Cette fois-ci, on ne va pas parler du capital immatériel, du mode de distribution, mais bien de la propriété industrielle. Vous avez une propriété industrielle que vous avez cadrée pour protéger vos technologies. Eh bien, vous pouvez aussi la mettre en œuvre pour qu'elle devienne un capital immatériel quand vous allez céder, quand vous allez la mettre au bon endroit sur vos bilans et comment vous allez valoriser tout ça pour que votre entreprise soit plus importante, soit plus riche et que les actionnaires ou les futurs investisseurs se disent il y a déjà des choses dans cette entreprise, je peux y mettre de l'argent. Voilà, on va vous mettre le lien. Voilà, on a déjà mis le lien d'inscription pour ceux qui s'intéressent à ces dynamiques de capital immatériel dans le chat. Et puis voilà, eh bien écoutez, on a répondu globalement à toutes les questions. Donc, messieurs, je vous remercie sincèrement au nom du pôle de vos interventions. Je pense que c'est un sujet qu'on commence à aborder et il y aura sûrement d'autres opportunités pour qu'on vous sollicite et qu'on puisse partager ces retours d'expérience qui sont, on l'a bien compris, hein, qui sont des points stratégiques dans le lancement d'entreprise et dans le scale-up. Donc, encore une fois, je vous remercie. Ce webinaire sera bientôt disponible en replay. On vous adressera les liens. Et voilà, bah écoutez, on a à peine dépassé, donc on est pas mal. Merci Nicolas, merci Cyril, merci à tous nos auditeurs. Merci à l'équipe technique de la com, Catherine, Alexia et toute l'équipe là qui ont fait de ce grand moment de Saut Deep Tech un succès, puisqu'on a, comme je vous le disais, on a déjà plus de 1100 inscrits. Et donc, c'est une performance. Et merci à tous. Je crois qu'on arrive au terme. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à suivre les autres webinaires qui s'enchaînent aujourd'hui et demain. Bon appétit à tous. Et puis merci beaucoup.
Au Bonne revoir. journée à Merci à tous. tous. Merci. Au revoir. Au revoir.